Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme toujours avec Charles Gave. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie américaine particulièrement. Nous en avons déjà pas mal parlé la semaine dernière, mais c'était pour vous et moi, c'était sur l'université de l'épargne. Oui. Et en plus de ça, on parlait vraiment particulièrement de la bourse américaine, des grandes valeurs américaines. Voilà, ce qui intéresse un petit peu plus le monde de la finance. Mais évidemment, il y a des interconnexions très très puissantes entre la finance et l'économie de manière générale. L'un réagit à l'autre. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de l'économie en mode macro, parce qu'il y a un terme qui revient de plus en plus fréquemment en ce moment, c'est le terme récession. Donc on va réfléchir sur la chose. Est-ce que nous entrons dans une récession? Est-ce qu'il y a une possibilité de récession aux États-Unis? Avant cela, je voudrais faire une petite mise à jour d'une minute sur le sujet de la semaine précédente, c'est-à-dire principalement les élections en Roumanie. Nous avions fait toute une émission sur cette élection en Roumanie, l'élection présidentielle, avec le fait que le scrutin de novembre a été invalidé, annulé, et que pour le scrutin reporté pour le mois de mai, le candidat Georgescu a été empêché de se présenter. Par conséquent, il y a deux candidats qui sont là pour le remplacer, à savoir Anna Maria Gavrila et Georges Simion. Je fais aucun effort pour ce qui est de l'accent. Voilà, ils présentent en gros deux candidatures afin d'être à peu près sûr d'être validés par la commission électorale. Et en principe, ils ont un accord pour que le plus faible des deux dans les sondages se retire au profit de l'autre. La candidature de Georges Simion a déjà été validée. Donc en toute logique, l'autre candidat devrait pouvoir se retirer. Et pour ce que disent les sondages là-dessus, c'est que ce candidat qui remplace Georgescu est donné premier des intentions de vote avec plus de 30% des voix. Et il serait, selon toute vraisemblance, du moins si le scrutin avait lieu aujourd'hui, face au maire de Bucarest, donc qui s'était pas présenté pour l'élection en novembre dernier, mais derrière lequel se rangent pas mal de centristes. Il y a aussi les nationaux libéraux et les sociaux-démocrates, donc les deux grands partis de gouvernement qui ont fait une candidature commune, mais elle rencontre pas un franc succès. 19% d'intention de vote, c'est mieux que rien, mais ça ne donnerait pas à ce candidat la possibilité d'arriver au second tour de cette élection. Donc voilà pour ce sujet. Et donc on revient sur le sujet initial de cette émission, puisque en gros, comment je voudrais commencer, c'est en disant que il ne suffit pas tout simplement de décréter qu'il y a un nouvel âge d'or, notamment pour les États-Unis, pour qu'il advienne, mais il faut créer les conditions de cet âge d'or. Et donc, malgré toutes les déclarations pro-business, le ralliement de certains patrons de la tech, etc., le S&P 500 aujourd'hui dévisse, donc l'indice de la bourse américaine. D'abord, il a annulé ses progrès du début de l'année, de janvier. Ensuite, il est revenu à son niveau pré-élection, puis ça a cassé carrément sa moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, c'est revenu à un niveau qui est le niveau en fait à peu près de septembre, c'est-à-dire c'est intéressant parce que c'est à peu près quand la Fed a recommencé à baisser ses taux. Et c'est comme si finalement ces baisses de taux qui sont intervenues à la fin de l'année 2024 n'avaient eu aucun effet, puisqu'on est revenu à la situation initiale sur la progression de cet indice boursier américain. Et j'ai vu une info qui m'a donné l'idée de cette émission, c'est que dans les recherches Google, le terme récession est à un plus haut depuis 2022 et la guerre en Ukraine, où il y avait eu une hausse du prix de l'énergie. Et derrière, d'ailleurs, une petite récession pour les États-Unis. Et puis... Non, il n'y avait pas eu de récession. Il n'y avait pas eu de récession particulièrement? Non, il n'y avait pas eu de récession en 2022-2023. Tout le monde l'attendait, mais elle n'a pas eu lieu. Oui, ouais. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu une récession très très courte en début 2020. Oui. Au moment du Covid, ça a duré 3 mois. Ouais. Enfin, ça a été et puis ensuite, non, tout le monde attendait la récession, mais elle n'est pas venue. Ouais. Mais en tout cas, oui, alors vous avez sans doute raison d'un point de vue du PIB, mais c'était le S&P 500 qui avait eu une mauvaise performance en... C'est ça. Oui. Mais enfin voilà, donc ce terme revient,
Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors, vous savez que la récession, c'est... Bon, c'est une baisse de l'activité qui est pendant 2 trimestres de suite devient négative, etc. Et il y a un bureau aux États-Unis, qui est le National Bureau of Economic Research, qui est chargé de dire on est en récession ou on a été en récession. Et en fait, ils le font souvent avec pas mal de retard. Donc, très souvent, quand ils annoncent que la récession est là, elle est déjà finie presque. Ouais. Donc, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas de... Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que il peut y avoir des ralentissements économiques qui se sont passés et ça n'a pas été décrété une récession, quoi. C'est pour eux, il y a un côté subjectif dans être une récession ou pas. C'est eux qui décident. Bon, c'est comme ça. Alors, je vais vous dire pourquoi une récession ne me semble pas très probable dans un avenir immédiat. Quelles sont les raisons positives? D'abord, la première, c'est que le coût de l'énergie est encore très bon marché. Tout à fait. On est à 67-68 $ le baril. Donc, je n'ai, depuis le début de ma carrière, 70, je n'ai jamais vu une récession aux États-Unis qui n'ait été précédée par une hausse significative des prix du pétrole. Bien sûr. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Donc ça, on peut dire, bon, ce ne sera pas une récession causée par une hausse de prix de l'énergie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je n'ai jamais vu une récession qui se passait quand le cash flow des sociétés américaines était globalement positif. Je m'explique. C'est que vous avez des chiffres qui sont publiés par la comptabilité nationale américaine qui vous donnent le pourcentage de cash que les sociétés ont dans leur bouquin en proportion du PIB, pour mettre ça, pour comparer les différentes périodes. Et il n'y a jamais eu une récession qui n'ait été précédée par les sociétés passant en cash flow négatif. C'est-à-dire que ça veut dire que soit leurs ventes baissent, et donc elles ont des trous dans la caisse en fait. Oui, bien sûr. Et là, le cash flow est positif encore de près de 2% du PIB, ce qui est énorme. Donc, le prix de l'énergie ne monte pas et il y a plein d'argent dans la caisse. Ouais. Donc, je me dis, bon, pour l'instant, il y a des éléments importants. Le troisième élément que je remarque, que je regarde toujours, c'est quand une récession arrive, il y a quelque chose qui se passe toujours, mais toujours à chaque fois, c'est que vous avez le taux des emprunts sur les obligations du secteur privé, vous savez, les corporate bonds, comme on dit, les obligations du secteur privé, et puis vous avez le taux des emprunts sur l'État. Oui. Si vous prenez la même duration, 10 ans, pour les deux, de façon à ne pas avoir une différence qui serait due au temps, eh bien, quand une récession arrive, vous voyez le rendement des obligations sur les obligations du secteur privé qui monte beaucoup par rapport au secteur public. Parce que vous dites qu'il y a un certain nombre des obligations du secteur privé qui sont en récession qui vont faire faillite. Oui. Donc, c'est plus risqué. La prime de risque augmente très fortement. Pour vous donner une idée, cette prime de risque se balade entre 1,5, c'est-à-dire 1,5 c'est-à-dire 150 points de base, quoi, 1,5% au plus bas, quand tout est bien, qu'il n'y a rien à craindre. Et ça peut monter jusqu'à 7 points, comme en 2008-2009, où c'est 700 points de base. Donc vous avez des hausses qui peuvent être... vous voyez, ces espèces de hausses très fortes qui se passent au moment de chacune des récessions, comme ça. Vous les voyez très bien historiquement. Et... aujourd'hui, on est à 1,8. Donc on est tout près des plus bas. Et pour l'instant, il n'y a eu absolument aucune tension sur le corporate bond, le crédit du secteur privé. Alors il faut dire qu'il y a eu de temps en temps, comme en 1966 ou en 2017, des tensions sur le crédit, qui étaient très nettes, qui ne sont pas transformées en récession. Oui. Mais jamais une récession sans qu'il y ait... Il n'y a jamais une récession qui n'ait été accompagnée par une hausse. Donc il y a eu, sur les 70 dernières années, il y a eu à peu près 2 faux signaux, comme ça, mais qui étaient... attention, une récession arrive, puis elle n'est pas arrivée. Oui. Vaut mieux ça que l'inverse. Vaut mieux ça que l'inverse. Donc, pour l'instant, donc si je prends ces 3 secteurs-là, je me dis, bon, dans l'immédiate, les marchés n'ont pas l'air de s'énerver pour la récession. Bon.
Alors, reste la baisse du marché des actions. Alors, la baisse du marché des actions qui est réelle, oui, mais qui est due en grande partie au dégonflement de cette espèce de bulle qui avait eu lieu sur l'intelligence artificielle. Oui. Parce que ce que croyaient la plupart des gens, c'est que l'intelligence artificielle allait être un endroit où les États-Unis allaient pouvoir déployer à nouveau leur pouvoir oligopolistique, un petit peu comme dans les médias, vous savez, avec Micron. Et puis, on se rend compte que non, il n'y a pas que les États-Unis qui font de l'intelligence artificielle. La Chine vient de sortir un deuxième moteur de recherche qui est encore meilleur que le précédent et qui est meilleur que les Américains, mais en étant beaucoup moins cher. Et ils travaillent très très vite et il semble que d'ici quelques temps, ils vont peut-être pouvoir mettre ces moteurs de recherche non pas sur des gros ordinateurs, mais directement sur votre PC, quoi, comme sur celui-là, quoi. Donc ça veut dire que on n'est pas du tout dans une situation de rente monopolistique qui allait se créer au profit des États-Unis. Ouais. On est dans un machin où la concurrence, ça va faire rage et vous ne savez pas du tout qui va gagner. Ouais. Parce que les Français développent aussi d'autres trucs. Enfin, tout le monde est en train de développer son truc dans son coin. Bien sûr. Il suffit d'une équipe de mecs un peu brillants et qui essayent de faire le plus avec le moins et ils peuvent abattre des citadelles. C'est ma fameuse histoire. La plupart des grandes inventions se font dans une arrière-cuisine, quoi, avec un type qui est tout seul et qui... puis ça change le monde. Donc, je me dis, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une bulle, que cette bulle est probablement en train d'exploser, et que, mon Dieu, il y avait des trucs qui étaient trop chers, et ça va se péter la gueule, donc, il me semble que les gens... Maintenant, les gens font trop la relation entre baisse du marché des actions et baisse de l'activité économique automatiquement. Oui. Alors, il est possible qu'il y ait une récession sectorielle dans les semi-conducteurs, par exemple, parce qu'il y aurait été, pour des raisons de valorisation, ou simplement parce qu'on en bouffe moins, ou que Nvidia, finalement, ça sert à rien d'avoir une Rolls-Royce si le camion poubelle peut faire le boulot, quoi. Oui, ça veut dire, c'est... Donc, il y a tout ça. Donc, personnellement, je vois que le Standard & Poor's a cassé dans le... Vous savez, je fais quelque chose dont j'observe beaucoup, c'est la valorisation en or. Hein, vous savez, donc, si vous mettez le marché des actions en or, vous le valorisez en or, c'est-à-dire vous divisez le Standard & Poor's par le cours de l'or, et que vous prenez une moyenne mobile à 7 ans, on se rend compte que maintenant, l'or a fait mieux que le marché des actions depuis 7 ans. Et c'est là que souvent sont passées les grandes baisses. Vous avez toujours été intéressé par le fait d'investir en bourse, mais vous ne vous sentiez pas légitime pour le faire, par manque de connaissances ou d'assurance. Pas de souci, ici, à l'Université de l'Épargne, on s'occupe de ça. C'est notre mission de vous apprendre, avec Charles Gave, les bases et même un peu plus de la gestion de votre patrimoine. Dès aujourd'hui, vous pouvez rejoindre notre communauté de 7000 investisseurs directement sur l'Université de l'Épargne. Donc, si je devais faire un petit résumé de ce que j'ai dit, je dirais il y a un risque sur le marché qui est cher, qui est objectivement cher, et ce d'autant plus qu'on voit renaître ce qui s'est passé, c'était à peu près il y a un an, oui, je l'avais dit le 25 janvier 2024, pour la première fois, puis ensuite en septembre 2024, j'avais dit à tout le monde d'acheter des actions chinoises pour la première fois de ma vie. C'était et les actions chinoises depuis un an, oui, à peu près, ont fait 25% de mieux que le marché des actions américains. Donc c'était pas un mauvais conseil. Mais 2, ça veut dire que les gens se disent flûte alors. J'ai plein d'États-Unis et j'ai pas du tout de Chine. Oui. Donc j'ai pris, pendant un certain temps, 3-4 ans, c'était la position gagnante. Avoir que des États-Unis et pas de Chine, en quelque sorte, par les États-Unis, vous jouiez la techno, et par la Chine, vous jouiez l'industrie. Oui. Mais d'abord, l'industrie, comme je ne cesse de le dire, elle va connaître un développement foudroyant à cause du développement de toute cette zone de l'Asie qui part de la Crimée et qui arrive jusqu'à l'Indonésie, cet immense arc qui englobe l'Inde, là, dont j'ai souvent parlé. Et là, si j'ose dire, la Chine va être parfaitement placée pour jouer ce truc-là. En plus, elle a le centre financier qu'il faut avec Hong Kong,
puisqu'il y a à peu près 2000 milliards de dollars qui sont en dépôt à Hong Kong, en dollars de Hong Kong. C'est-à-dire que si la Chine veut maintenant fournir des crédits à l'Inde, elle peut les fournir en dollars de Hong Kong, ce qui ne gênera pas l'Inde du point de vue politique, oui, puisque c'est comme du dollar américain. Oui, c'est le même principe. Ouais. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est pas tellement une récession, mais c'est un rétablissement. Un rééquilibrage. Un rééquilibrage des vraies forces économiques. C'est-à-dire qu'on a totalement sous-estimé la Chine et on a totalement surestimé les États-Unis. Et bon, les États-Unis vont revenir à un niveau raisonnable. Ouais. La Chine, à mon avis, elle va continuer à monter. S'il y a chose qui est visible, c'est ça. Dans mon jargon à moi, je dis que, quand je fais toutes mes mesures, je dis que la Chine est rentrée dans ce que j'appelle un boom déflationniste. Vous savez, c'est le cadran en bas à droite des 4 cadrans, là. C'est-à-dire le machin dans lequel, il faut bourrer comme une bête, quoi. Oui. Donc pour moi, si vous voulez, le truc important, c'est pas tout ce qu'on me raconte sur la récession, parce que je crois pas qu'il y en aura, surtout s'il y a un boom qui se passe en Asie. Ouais. Mais c'est ce rééquilibrage qui se fait au détriment des États-Unis. Oui. Et c'est ça qui est important. Et donc, récession pour l'instant, j'ai pas les éléments pour me prononcer, mais en tout cas, moi je la vois pas arriver. Il semblerait pas, ouais. Il semblerait pas. Par contre, le basculement d'un marché à l'autre, oui, ça c'est beaucoup plus important. Et alors, maintenant, pourquoi la question, c'est ça maintenant. Ça c'est l'analyse que je fais. Maintenant, pourquoi tout le monde est-il en train de vous parler de récession? C'est une bonne question. Ouais. Bon, les récessions sont souvent précédées par une crise de liquidité, quand la Banque centrale serre trop fort. Et cette crise de liquidité emmène toujours un écartement des primes sur les obligations, comme je l'ai dit. Un dollar qui a plutôt tendance à monter parce que il devient en pénurie. Là, c'est pas le cas. Le dollar est plutôt faiblard et la prime de liquidité ne se tend pas. Le pétrole ne monte pas. Les matières premières sont à peu près stables. Donc pourquoi tout le monde veut-il avoir une récession? Je crois que ça a beaucoup à voir avec Trump. Oui, tout à fait. Psychologiquement. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la presse, mettons pour être clair, n'est pas vraiment trumpiste. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. Mais le New York Times, le Wall Street Journal, tout ça, ça n'aime pas tellement Trump. Et donc, ils font du wishful thinking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils prennent leur désir pour des réalités. Si on avait une récession, maintenant, ce serait le pied, parce que cette récession durerait 6 ou 9 mois, et puis ensuite, on arriverait à de nouvelles élections. Ouais. Maintenant, ça va être dans 18 mois, quoi. Ouais. Et probablement... les républicains perdraient le Sénat et la Chambre des représentants. Et donc, ils se retrouvent. Trump serait mis sur la touche parce qu'il ne pourrait plus gouverner, puisqu'il n'aurait plus le Sénat et la Chambre des représentants. Et en plus, Vance ne serait pas le candidat suivant, qui est encore pire que Trump, si j'ose dire. Donc, en quelque sorte, c'est horrible ce que je vais dire, mais tous ces gens de gauche espèrent qu'il va y avoir une récession. Bien sûr. Donc ils sont en train de dire à tout le monde il va y avoir une récession, en espérant que ces déclarations vont casser le moral des gens et que les gens étant le moral cassé vont cesser d'acheter, donc on va avoir une récession. Donc c'est un peu de la guerre psychologique, quoi. Alors ça, c'est la raison pour laquelle ils espèrent tous qu'il y aura une récession. Mais alors maintenant, je vais essayer de parler un petit peu de la politique que essaye de suivre Trump. Il suit une politique qui est quand même très anti-consensus sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ouais. Oui, donc, ce qui marche, c'est ce qu'on fait en France depuis 50 ans, c'est d'accroître les dépenses de l'État pour relancer la croissance, etc. Lui, il dit que c'est des conneries. En quelque sorte, Trump est beaucoup plus proche du Milley
qui naît de M. Keynes. Oui, ce que je veux dire. Donc, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? La première des choses qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais enlever les impôts sur tous les gens qui gagnent moins de 150 000 $ par an. Ouais. C'est pas les milliardaires. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. C'est les petits gens, quoi. Oui. Ensuite, je vais enlever tous les impôts aussi sur tout ce qui est pourboire, reversement de la Sécu, etc. Tous les trucs. Donc, le grand truc de Trump, et ça a été le cas aussi, notamment au début de son premier mandat, c'est de faire en sorte de faire augmenter les salaires et le niveau de vie on va dire, du 4e quartile, quoi, des 25% des salaires les plus bas. Il gouverne beaucoup pour ceux qui n'ont pas eu l'hausse du niveau de vie depuis 15 ans, quoi. C'est-à-dire les gens en dessous, quoi. Ouais. Les démocrates gouvernent pour les milliardaires. Mais qui travaillent. C'est pas des rentiers. C'est pas des rentiers, non, ils travaillent. Donc ça, c'est... Et donc si leur niveau... Et pour attaquer le niveau de vie de ces gens-là, vous savez, c'est toujours mon histoire de l'inflation. Si vous avez une inflation dans la bouffe, dans l'énergie et dans le loyer, eux, ils en prennent par la gueule. Donc, pour l'instant, l'énergie, comme on l'a dit, il n'y a pas de problème. La bouffe, il y a eu les œufs, mais ça a l'air de se calmer. Et il reste les loyers. Et pour que les loyers baissent, il faut simplement favoriser au maximum la construction de nouvelles maisons, de nouvelles. Donc, il va sans doute y avoir des mesures favorables à l'immobilier, ce qui serait logique. Et comme... Alors, ça, c'est le premier point. Ça, c'est en ce qui concerne les baisses des impôts. Mais il y a un autre phénomène qui se passe, dont on a souvent parlé aussi ici, c'est qu'une partie importante de l'achat des obligations émises par le Trésor pour financer le déficit budgétaire étaient souscrites, ces obligations, par les puissances étrangères qui avaient des dollars excédentaires, puisque les déficits étaient importants, les déficits extérieurs étaient importants aux États-Unis. Donc c'est ce que Rueff appelait le privilège impérial. Vous vivez au-dessus de vos moyens, vous avez un déficit extérieur, les dollars apparaissent en Chine, la Chine prend ces dollars, achète des obligations, ce qui permet aux États-Unis de continuer à vivre au-dessus de leurs moyens. Financer votre déficit, etc. Or, ce qui se passe cette fois-ci, comme on l'a déjà dit une ou deux fois ici, il y a 2000 milliards de dollars qui sont pas revenus aux États-Unis, qui ont été s'investir dans les banques à Hong Kong. 2000 milliards de dollars, c'est du pognon quand même. Oui, c'est le déficit. C'est pas mal, oui. C'est à peu près le déficit. Hein. Donc, il se dit, je suis emmerdé parce que maintenant, les Chinois, à la place de me renvoyer mon pognon, ils le gardent chez eux. Ce qui veut dire qu'il y a 2000 milliards de dollars qui peuvent aller dans la bourse chinoise, mais de rien. Et si elle continue à monter, il faut sans doute y aller, risquer la première. Donc c'est pour ça je suis très haussier sur le bourse de Chine. Mais ça n'empêche qu'il y a 2000 milliards de dollars qu'il faut trouver pour financer ces foutus déficits, puisqu'ils n'arrivent plus. Ils sont déjà investis là-bas. Et donc ce que cherche à faire Trump, c'est qu'il met du coup des droits de douane sur les produits chinois et autres, de façon à ce que les rentrées fiscales américaines compensent les types qui mettent plus le pognon. Oui. Oui, c'est une règle de 3, quand même, comme il faut que je mette. Bon. Alors, il est certain que ça va avoir un impact sur les importations, mais quand vous réfléchissez bien, ni la bouffe, ni l'énergie, ni le logement ne sont importés. Oui. Donc, quelque part, s'il y a une baisse du niveau de vie parce que acheter une voiture étrangère, ça devient plus cher, ce sera pas pour les petites gens. Ce sera pour les gens qui achètent des produits importés. Oui. Si vous voulez, c'est le bourgeois de New York. Et qui pourrait ne pas le faire. Et qui pourrait ne pas le faire. C'est pas une question de nécessité. C'est pas une question de nécessité. Et donc, si les importations baissent beaucoup, parce que ça se fait plus, les importations, ça vient en déduction du PIB. Vous voyez, c'est-à-dire que si les importations baissent beaucoup, le PIB, il baissera d'autant moins. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est un... Donc, pour moi, il me semble que ce que cherche à faire Trump, c'est à faire un rééquilibrage de l'économie américaine qui travaillait, pour dire 95%, et Dieu sait qu'on l'a dit ici, en faveur des 5 ou 10% les plus riches,
pour faire travailler l'économie en faveur des 40 ou 50% qui ne sont pas si riches que les autres. Quoi. Ouais. Et si c'est le cas, si par exemple ça marchait, ça m'étonnerait bien qu'ils soient battus dans 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, de toute façon, tous les 5% de riches, ils votaient tous démocrates. Alors, oui, de toute façon, ça changeait pas, effectivement. Dire que les démocrates étaient le parti des pauvres, c'est faire appel, effectivement, à tous les petits entrepreneurs, voilà. Ceux qui ont envie de s'en sortir, en fait. Qui se donnent du mal. Et donc, on voit bien qu'il y a un rééquilibrage total de la politique américaine économique. Mais ça se passe aussi dans un rééquilibrage total qui a été annoncé d'ailleurs par Vance dans son discours à Munich, qui a pas fait. On vous avait signalé à quel point il était important, mais on le sous-estimait même à l'époque. C'est-à-dire que les États-Unis, vraiment, sous Trump, ont pris la décision de cesser d'essayer d'être un empire et de redevenir un État-nation. Alors c'est aussi des idées qu'on a développées ici, mais je crois qu'il faut les continuer. C'est-à-dire qu'un empire, par définition, ça n'a pas de centre. Si vous voulez, vous avez des pays qui sont à moitié dans l'empire, à moitié en dehors, etc. Et dans le fond, la production au centre de l'empire n'a pas beaucoup d'importance. Si vous comprenez l'empire de Rome, à partir du moment où tout le monde était soldat dans l'empire de Rome, ils ne produisaient plus de blé, mais grâce à Dieu, il y avait l'Égypte qu'ils avaient conquise, qui envoyait du blé par bateau à Ostie, et donc ça permettait à tout le monde de bouffer en Italie. Ouais, ce que je veux dire, donc, le fait qu'on produisait plus en Italie, c'était emmerdant, mais c'était pas plus emmerdant que ça. Mais à partir du moment où vous dites non, moi je veux plus avoir affaire avec l'Égypte qui m'emmerde, je veux plus la protéger militairement, je veux plus avoir de troupes extérieures, il faut reproduire en Italie. Quoi. Bien sûr. Et ce qui est en train de se passer, ça va prendre du temps, mais ça veut dire aussi que la protection militaire que les États-Unis offraient par exemple à l'Europe, quasiment gratuitement, maintenant les Américains n'arrêtent pas de dire vous savez, moi la protection militaire ça m'intéresse pas, puis de toute façon vous faites pas attention à ce que je dis, puis quand vous n'arrêtez pas de dire de mal de moi. Donc Trump veut arrêter les guerres, se replier littéralement sur le continent nord-américain, si possible en passant piquer le Canada et le Groenland, et il a déjà repris Panama, donc ça va, pour faire de cette zone nord-américaine une espèce de forteresse imprenable, quoi. Et puis le reste du monde, ils peuvent se démerder comme ils veulent, c'est plus mon problème. Ce qui a des influences monstrueuses, parce que vous regardez les hommes politiques européens, ils sont tous en train de sauter partout en disant mais comment maintenant il va falloir qu'on dépense militairement, mais ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'industrie militaire, ils n'ont pas de... Donc ils font du bruit et tout, mais pensez simplement à tous les pays qui entourent la Chine. Et les États-Unis les assuraient qu'ils allaient les protéger militairement si la Chine faisait n'importe quoi. Mais maintenant, les États-Unis vous disent tranquillement, nous, on fera rien du tout. Hein. À la limite, si vous envahissez Taïwan, on fera rien du tout. Bon. Ouais. Aujourd'hui, ils sont dans une logique, effectivement. Et il y a eu une déclaration, je ne sais plus qui exactement l'a dit, je me demande si c'est pas Trump lui-même, qui a dit, oui, mais par exemple, les pays européens, vous voulez absolument qu'on vous protège, qu'on vienne vous protéger si vous êtes en danger. Mais si, par exemple, nous, hypothétiquement, nous étions en danger, est-ce que vous viendrez nous protéger? Voilà. Donc, ils sont plus dans une relation de je chapeaute le monde entier, je vous protège, je suis finalement votre supérieur. Ils sont dans une logique de réciprocité. Voilà. Donc, ce qui est complètement contraire à l'Empire. Oui. Parce que l'Empire, en principe, c'est l'empereur, il décide, et puis les autres, ils se couchent, quoi. Tandis que là, il dit, non, moi, je suis le chef d'une nation, et je vais D'ailleurs, il refuse de négocier avec la Commission européenne. Il négocie avec chacun des pays indépendamment. Il ne reconnaît pas la légitimité de la Commission européenne à prendre des décisions internationales. Tout à fait. Donc, si vous acceptez cette idée que les États-Unis veulent revenir vers un État-nation, ça veut dire que tous les pays en Asie autour de la Chine, ce que m'avait dit un certain nombre d'Asiatiques, ils m'avaient dit, nous, vous savez, on est là depuis longtemps, et on va être là encore quelques temps. Et l'embêtant, c'est que les États-Unis, bon, ils sont là en ce moment, mais ils sont peut-être plus là dans 10 ans, alors que la Chine, elle sera toujours là. Oui. On aura toujours une frontière commune avec la Chine. Oui. Donc, il faut... Bon, on veut bien être gentil avec les Américains, faire semblant d'être fâché avec la Chine, mais il ne faut pas déconner quand même.
Ils sont là, quoi. Puis c'est notre plus gros partenaire commercial, c'est eux qui investissent le plus chez nous. S'il y a une certitude qu'on peut tirer de l'histoire, c'est que dans 10 ans, la Chine sera encore là. La Chine aura toujours une frontière avec le Vietnam, avec l'Inde, ils sont toujours là. Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les pays en Asie vont se dire « Ouh là là, c'est le moment d'être très 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 gentil avec la Chine. Oui. » Parce que si les États-Unis se retirent dans leur continent nord-américain, ceux qui ont été trop gentils avec les États-Unis risquent de ne pas traités aussi bien que les autres, quoi. Oui. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est curieux parce que pas bonne gens le disent, mais on voit très bien ce qui va se passer, c'est que la zone chinoise va être gouvernée par la Chine avec l'acceptation des pays autour, qui sont déjà prêts, Et la Chine a déjà tout préparé. Il y a des accords de swap dans la Banque centrale. Il y a tout. Les marchés financiers sont ouverts. Enfin, ils ont 2000 milliards de dollars qui attendent à être investis. Tout est prêt, quoi. Donc, toute l'Asie est complètement préparée déjà à ce repli des États-Unis vers eux-mêmes. Et l'Europe, mais absolument pas. Ouais. Mais absolument pas. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils viennent de leur taper derrière la tête, quoi. Et ça veut dire que, si cette analyse est la bonne, qu'il risque d'y avoir des problèmes politiques en Europe, parce que on n'est pas préparé du tout. Aujourd'hui, si vous voulez, je sais pas, les retraites font 14% du PIB, la défense fait 2% du PIB en France. Oui. Et on sait que les retraites, compte tenu de la pyramide des âges, devraient passer à 16% du PIB. Oui, a priori, ça ne va pas aller... mais en même temps, si on doit amener la défense de 2 à 4, on va devoir rogner sur le reste. Ou alors juste on accepte d'augmenter le déficit d'autant, ce qui fait augmenter notre dette, et puis derrière les taux d'intérêt, etc. Mais à ce moment-là, comme le service de la dette est déjà à 2% du PIB... Oui. Si on fait augmenter notre dette et qu'on le ramène à 4% du PIB, ça veut dire qu'on paiera 4% pour la dette, dont 2% à l'extérieur, c'est-à-dire que notre déficit extérieur, donc nous ça plongera, quoi. Le PIB va plonger. Oui. Donc on voit très bien qu'il y a toute une série de mesures, de dépenses incompressibles qui vont avoir lieu dans un PIB qui va se contracter. Oui. Tandis là-bas en Asie, ils vont commencer à la place. Ce qui se passait en Asie, et je reviens là-dessus parce que c'est très important, quand vous avez eu la crise asiatique à la fin des années 90, avec le FMI qui était là-bas, ce qui s'est passé, c'est que la quasi-totalité des pays asiatiques ont suivi une politique qui avait un but très simple, ne jamais revoir le FMI. Pour ne jamais revoir le FMI, il fallait qu'ils aient des comptes courants excédentaires tout le temps, donc des monnaies sous-évaluées tout le temps, et que leurs investissements soient faits, non pas pour assurer une meilleure vie de la population, mais pour qu'ils aient des excédents en dollars. Ce qu'il fallait, c'était des dollars, parce qu'avec ces dollars, ils pouvaient s'acheter de l'énergie, et donc ils étaient indépendants énergétiquement avec les dollars qu'ils avaient. Mais à partir du moment où ils peuvent acheter de l'énergie dans leur propre monnaie, ces dollars ne servent plus à rien. Donc quelque part... la simplification du jeu en Asie va amener une baisse des coûts pour l'Asie. Et la fin de la protection militaire va amener une hausse des coûts énorme pour l'Europe. Donc, je ne sais pas, mais si j'avais un capital libre dont je me disposerais aujourd'hui, je le mettrais à l'endroit où les coûts vont baisser, non ? Oui, c'est une certaine logique, oui. Mais je ne les mettrais pas à l'endroit où ils vont augmenter. Oui. Et en particulier, j'aurais toutes mes obligations en Asie et zéro en Europe, quoi. Ouais. Donc, cette crise, si vous voulez, ça assainit la situation en Asie en montrant que la Chine redevient ce qu'elle avait toujours été pour cette région du monde. La puissance dominante, l'impérium local, en quelque sorte. Nous, on n'avait pas d'impérium. On perd l'impérium américain,
Et on n'a pas la moindre idée de ce par quoi il faut le remplacer, quoi. Puisque nous, ce qu'on a essayé de faire intellectuellement, c'est qu'on voyait l'Empire américain et on a essayé de faire une filiale locale de l'Empire américain. Oui, c'est ça. Mais quand la maison mère s'écroule, l'Empire local, il va s'écrouler aussi. Donc, la structure politique qu'on a bâtie, qui était une mauvaise copie de l'Empire américain, qui était d'ailleurs fait subventionner par l'Empire américain, va disparaître. Et on va se retrouver avec des nations qui n'ont pas préparé le terrain, en quelque sorte. On arrive, si vous voulez, en Coupe du Monde de football, avec des gars qui font 140 kilos et 1m50, quoi. Et donc, ils sont incapables de courir. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Mais en tout cas, on ne va pas marquer beaucoup de buts, quoi. Et donc, c'est très curieux, mais cette simplification du jeu, le retour des États-Unis à ce qu'ils étaient au 19e siècle, c'est-à-dire la puissance dominante dans les continents nord et sud-américains, c'est ce qu'on appelait la doctrine Monroe, qui avait été faite par Monroe en 1820, je crois, en disant personne n'intervient dans cette zone que les États-Unis. Et si quelqu'un d'autre intervient dans cette zone, on lui rentre dedans. C'est ce qu'ils avaient fait avec l'Espagne, d'ailleurs, avec Teddy Roosevelt, en 1890, par là, quand il y avait eu la guerre Amérique-Espagne. Et bien là, d'un seul coup, pouf, ça simplifie les choses pour la Chine, parce que ça retourne à l'histoire. Les Asiatiques sont très détendus quand les choses se passent conformément à ce qui s'est toujours passé, ça ne les gêne pas, ça c'est pas les États-Unis, on voit bien quels sont leurs avantages, et nous, on est complètement non préparés. Et la structure qu'on avait mise pour répondre à ce genre de problème, elle est complètement inefficace, puisque et donc on a une véritable mauvaise adéquation. Aujourd'hui, notre personnel politique à peu près partout en Europe, sauf en Hongrie, Pologne, peut-être Slovaquie, il y en a 2 ou 3 comme ça qui sont, est totalement non préparé à cette nouvelle... donc, on ne s'en sortira pas, nous, sans changer de personnel politique. Ouais. Alors que là-bas, en Asie, tout est prêt. Il y a déjà, je vous l'ai dit, les accords de soif, les prêts internationaux, la route de la soie, les programmes à long terme, tout est prêt pour... Donc on est complètement non préparé. Eux, ils sont complètement préparés. Et les États-Unis, ils vont dans un endroit qui simplifie la vie pour les Asiatiques et qui la complique énormément pour les Européens. Ouais. Donc... Et dans ce monde-là, est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Pas pour les pays asiatiques, parce que leurs monnaies vont monter, donc ils n'auront pas d'inflation. Les États-Unis, il va y avoir un effort de substitution massif qui va être fait. Il est probable que les prix monteront, mais plutôt pour les produits. Par exemple, si tous les bons grands bourgeois dans les universités comme Harvard, etc., ça faisait des années qu'ils n'achetaient plus une voiture américaine. Ils achetaient des Volvo parce que c'était chic. Ouais. Vous voyez, ça faisait bien, c'était une social-démocratie. Mais ils n'achetaient plus jamais américain. Américain, c'était vraiment le Joe Sixpack, vous savez, le gars qui boit ici. Ouais. Le gars qui boit. Et lui, il prend Meur, ou je sais pas quoi. Il s'attrapait des murs avec la bière locale qui était dégueulasse et tout. Donc, lui, ça ne va pas augmenter pour lui, parce qu'il continue à acheter sa bagnole américaine qui sera faite aux États-Unis. Par contre, les sociétés européennes qui ont des usines aux États-Unis, elles vont bien marcher, mais les sociétés européennes qui vendaient de chez eux vers les États-Unis, là, ils vont morfler. Ouais. Donc, vous pouvez vous dire qu'il y avait tout un appareil industriel qui avait été fait en dehors des États-Unis pour servir la demande des bourgeois de Harvard. Et les bourgeois de Harvard, ils vont plus pouvoir acheter. Donc cet appareil en dehors des États-Unis, lui, il va en prendre plein la gueule. C'est probablement... Là, je pense beaucoup à l'Allemagne. Hein. Ouais. Oui, là, effectivement, l'industrie automobile allemande... si elle a BMW a des usines, je crois, du côté d'Atlanta ou je ne sais plus où, mais eux, ils vont pas tellement souffrir, parce qu'ils pourront les gars qui vendaient de l'Europe vers les États-Unis, Toyota, d'énormes usines aux États-Unis, donc il y a des gens qui vont s'en sortir, mais... Ouais. Donc,
Il y a une partie d'incertitude, c'est est-ce que ça va réussir ce recentrage des États-Unis, ça c'est incertain. Mais si ça réussit, ça ne sera pas favorable aux grands GAFA, ça sera favorable aux formations locales, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Et il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que pendant les années démocrates, ils ont complètement laissé tomber tout ce qui était antitrust. Et ça veut dire qu'il y a toute une série d'activités qui s'étaient organisées sous forme de trust monopolistique dans les assurances, dans l'assurance médicale, dans la médecine, etc., où vous payez des prix absolument invraisemblables. Et c'est là peut-être où Kennedy va faire redonner les lois antitrust pour qu'on casse ces espèces de... Et donc ça pourrait faire baisser les prix d'un certain nombre de trucs extrêmement vitaux, quoi. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que, allez, l'Asie, ce qui va se passer, c'est à peu près certain. On sait déjà, c'est en place. Les États-Unis, il n'est pas certain que ça marche pas, ou que ça marche. Je veux dire, il y a quand même un degré d'incertitude. Parce que... Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit totalement dans le marché, puisqu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, dans l'économie réelle à ce stade-là, il n'y a pas encore de véritable raison de paniquer plus qu'il y a 2 mois ou 3 mois. Non, c'est bon parce que le marché a baissé. Et pourtant, le marché a baissé, voilà. Donc il y a juste parce que c'est ceux qui bénéficiaient de l'Empire qui baissent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui étaient les actions de l'Empire. Tout à fait, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a cette action en particulier dont on parle beaucoup dans l'université de l'épargne, les Magnificent Seven, qui ont souffert et qui continuent de souffrir. C'est-à-dire que même quand le reste du marché respire un petit peu, ne serait-ce que sur une journée, ces sets-là continuent à baisser. Parce que tout le monde en a. Parce que Regardez, tout le monde en a. Oui. Par exemple, l'euro vient de monter assez sèchement pendant quelques jours là. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde savait que l'Europe, les analyses que je fais, elles sont pas bien originales. Je veux dire, enfin, si, j'en sais rien, mais enfin, je veux dire, n'importe qui peut voir qu'en Europe, ça va pas bien, quoi. Donc, tout le monde et son petit frère s'étaient mis short. Ils avaient emprunté des euros pour acheter des Magnificent Seven, là. Oui. Donc, tout le monde était short l'euro et long. Alors, quand les Magnificent Seven commencent à se péter la gueule, ben, vous avez votre banquier qui vous appelle en disant il faut remettre du fric, et vous dites j'en ai plus, donc vous liquidez vos positions. Et à ce moment-là, ça fait remonter l'euro, parce que vous rachetez vos euros que vous aviez empruntés. Donc on voit bien que ce mouvement hausse de l'euro, baisse des Magnificent Seven, c'était la façon dont les marchés ont fonctionné depuis 3-4 ans, mais c'est fini. Donc toutes les positions short euro vont devoir être couvertes, et pendant qu'elles sont couvertes, l'euro monte. Mais une fois qu'elles seront finies d'être couvertes, il va se péter la gueule qu'il aurait dû depuis toujours. Et puis sur l'euro, il y avait cette histoire des investissements allemands là, qui ont du coup fait monter le taux allemand à 10 ans et qui du coup a fait radicalement monter l'euro. Ça fait un petit effet aussi. Voilà. Donc, quand... Je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui m'est arrivée personnellement, c'est quand il y a eu le crack de 87. Hein. Vous savez, c'était en... Boum, 23% en une journée. Ça faisait un petit choc quand même. Eh bien, le mois, c'était au mois de septembre, oui. Donc le marché avait baissé de 25-30% en septembre. Pendant le mois de septembre, il y avait eu plus de jours en hausse que de jours en baisse. Mais les jours en hausse, c'était 1,5%, et les jours en baisse, c'était moins 10%. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand vous avez eu des exagérations comme ça considérables, le marché ne baisse pas de façon uniforme. Bien sûr. Rien ne monte ni ne baisse en ligne droite. Et donc, il fait ça, il baisse sèchement, puis il remonte un petit peu, puis il ne fait plus rien, puis paf, il rebaisse sèchement. Ouais, c'est ça, ouais. Et à chaque fois, vous dites, ça y est, on a dû toucher le fond, puisque ça ne baisse plus, puis ça rebaisse encore. Ouais, tout à fait. Donc, vous saurez que ça sera fini quand plus personne ne parlera des Magnificent Seven. Ouais. Quand plus personne ne regardera même ce qu'ils font et qu'il n'y aura plus d'indices, que tout le monde s'en fout. Et puis en fait, le truc, c'est que ces valeurs-là, en fait, même si le reste de l'indice restait à peu près stable, mais que juste cette valeur baisse, ça a un énorme impact sur cet indice. D'ailleurs, la performance d'une seule entreprise, à savoir Nvidia, a eu une influence considérable sur la performance de l'intégralité de l'indice sur l'année 2024. Oui, absolument. Puisque Nvidia est monté jusqu'à 4000 milliards de capitalisation, la première entreprise au monde à atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, Apple est redevenu l'entreprise la plus capitalisée au monde. Bref, et cette entreprise-là, c'était du coup jusqu'à avant cette baisse, à peu près 50% du Nasdaq.
Donc c'était gigantesque. Nasdaq, c'est quand même un gros indice. Donc aujourd'hui, ça doit être peut-être entre 40 et 45%, donc ça a baissé un petit peu. Et effectivement, plus ces valeurs-là vont baisser, moins leur baisse aura une influence importante sur le reste de l'indice. Les gens qui nous écoutent, qui ont accès à des ordinateurs, des ratios, des trucs comme ça, vous avez l'indice Standard & Poor's 500, qui est 500 valeurs et qui sont mesurées en fonction de leur capitalisation boursière. Tout à fait. Donc c'est market cap, on appelle ça. Hein, bon. Et vous avez les mêmes 500 valeurs, où chacune des valeurs représente 1/500e. Oui, tout à fait. Donc si ce que je dis est vrai, vous devriez avoir le premier indice divisé par le second qui baisse. Puisque dans le fond, la quasi-totalité des valeurs ne bougent pas, puis il y en a 7 ou 10 qui se baissent. Ça n'a aucune influence sur le premier, sur le deuxième, où c'est 1/500e, et ça n'a beaucoup d'influence, où cette valeur faisait 30% de l'indice. Ouais. Donc vous devez mettre sur votre petit ordinateur, si vous en avez un ratio 500 market cap divisé par 500 equally weighted, et ça vous montrera, dans le fond, est-ce que cette baisse est une baisse réelle, ou c'est un dégonflement d'une bulle, quoi. Tout à fait. C'est ça un peu le jeu, quoi. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce changement structurel qui est en train de se passer. En principe, quand un changement géopolitique comme ça qui se passe, ça déclenche des baisses et des hausses relatives qui peuvent être très très importantes. Mais il n'est pas certain que cette baisse de l'indice du marché des actions aux États-Unis annonce une récession. Non, c'est pas certain du tout. Ça annonce peut-être un redéploiement du système industriel américain. C'est sûr que effectivement il y a ces valeurs. Alors après, là on regarde pas dans le détail. Peut-être qu'il y aura certaines valeurs dans ces sets qui vont mieux se comporter que les autres. Peut-être que j'en sais rien. Je dis ça, mais peut-être que Amazon et Meta vont mieux s'en sortir que Nvidia et Tesla et Apple, par exemple. J'en sais rien. Mais effectivement, ce sont ce qu'on pourrait appeler des valeurs d'empire. Et si effectivement les États-Unis décident de ne plus être un empire, ce serait tout à fait logique que ces valeurs d'empire se rétractent un peu plus, parce que il y aura moins d'interconnexion. Ça veut dire que par exemple, la France peut décider qu'elle en a plein le dos de voir Starbucks et Apple pas gagner un rond en France et gagner tout leur pognon en Irlande où ils vendent pas un truc, et dire moi je vais mettre un impôt de 5% sur le chiffre d'affaires, puisque ils pratiquent ils le font, c'est légal. Hein, c'est la Commission européenne qui leur a permis. Mais à partir du moment où la Commission européenne perdra toute crédibilité, les gens reprendront leur capacité à taxer selon les besoins du pays et non pas selon les ordres de la Commission, quoi. Encore une fois, ça veut dire que cette extraordinaire perte de souveraineté qui a eu lieu en Europe depuis 10-15 ans, dans beaucoup de domaines, laisse l'Europe extraordinairement désarmée, puisque ceux à qui on a transféré la souveraineté n'ont pas fait leur boulot, quoi. Mais par contre, ça veut dire que cette structure inefficace va sauter, et donc les pays vont retrouver la souveraineté, et on verra après ceux qui sont bien gérés, ceux qui sont mal gérés. Je ne fais pas de soucis pour les Suédois, par exemple. Si les gens veulent acheter des actions suédoises, des obligations suédoises, allez-y les gars, ça ne me gêne pas. Mais par contre, américaines, je veux dire allemandes ou françaises, des obligations, non, pas vraiment. Donc, quelque part, c'est le grand retour de la souveraineté. Les États-Unis prétendaient être l'hyperpuissance, celle qui était souveraine sur tout le monde. Elles retirent leurs prétentions, elles resteront souveraines sur leur zone. La Chine redevient le souverain local. Et en Europe, il y a un énorme trou. Qui va être le souverain local ? Je sais pas. Moi non plus. On n'en a pas la moindre idée. Pas la moindre idée, et il n'y a personne qui se présente. Je veux dire, c'est ça étonnant, quoi. Ça coûte cher d'être le souverain local en Europe. Et puis surtout, ça veut dire que vous êtes un homme d'État et non pas un homme politique. C'est-à-dire que vous devez prendre des décisions pénibles à long terme. Si vous voulez, on peut dire tout le mal qu'on veut de Poutine, de Xi ou de Modi ou de tous ces leaders mondiaux, là. Mais sont des hommes d'État, c'est-à-dire qu'ils pensent au long terme. De Gaulle, quand il a mis en la force de frappe et l'énergie atomique, il pensait pas à 40 ans. Il ne pensait pas à samedi prochain. Il ne pensait pas aux élections cantonales de la semaine d'après, quoi. Mais depuis Mitterrand, on a eu des personnages de plus en plus minuscules qui
se délectent à se parler les uns aux autres et à ne pas parler au reste du peuple. Donc on a aujourd'hui une espèce d'absence de personnel politique. Et ben voilà, on est un peu comme... encore une fois, comme le Liban, quand les chiites, les sunnites et les chrétiens n'ont pas pu se mettre d'accord et que le Liban s'est écroulé, quoi. Ouais. C'est pas automatique que ce soit ça, mais c'est pas impossible. Donc c'est pas un scénario inquiétant, puisqu'il va y avoir une période de croissance extraordinaire qui va se passer dans toute la zone du Golfe, mais c'est pas non plus un scénario... ça sera pas un long fleuve tranquille, quoi. Ça va sacrément secouer, quoi. Bien sûr, mais c'est ce qu'on voit actuellement. Chez nous, hein. Ouais, bien sûr. Donc il faut... Et ce qu'on a fait dans le portefeuille de l'Université de l'Épargne, c'est que on a beaucoup de nos actions en Asie. Hein. On a l'or, parce que l'or, ça reste quand même un truc... ça reste une réserve de valeur. Une réserve de valeur, et puis si les monnaies européennes se pètent la gueule ou s'il y a un problème en Europe, ça montera ce truc-là. Donc, on a les valeurs énergétiques américaines qui ont l'avantage d'être au cœur des États-Unis, donc il n'y a pas d'inquiétude. S'il y a une guerre au Moyen-Orient, il y aura toujours de l'énergie aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de jouer l'avantage comparatif des États-Unis, qui est d'être indépendant énergétiquement, quoi. Ouais. Parce que je ne le suis pas en Europe. Hein, Et puis il y a le yen, parce que le yen doit monter pour que le plan chinois se déroule, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, quelque part, ce portefeuille est parfaitement adapté à ce qu'on vient de dire. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est, en dehors de la hausse de l'euro, il se démerde. Oui, il ne réagit pas du tout au mouvement de marché court terme. Ni à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, ni à ce qui se passe aux États-Unis, ni à quoi que ce soit. Je pense à tous les pauvres géants en France qui étaient bourrés de valeurs américaines d'un côté et d'obligations françaises de l'autre. Ils ont fait bien pendant un certain moment, enfin pas en obligation, mais sur le reste. Et là, effectivement, le début d'année est un peu rude, ouais. Oui, parce qu'ils ont perdu sur les deux. Donc. Ouais. Et en plus, après tous les contacts que j'ai avec tous les gens dans ce métier, c'est que, pour ainsi dire, personne n'a de l'or. Oui. Donc ils n'ont pas du tout bénéficié de la hausse de l'or. Ouais. Ce qui est très étonnant. Ah oui, effectivement. Il y a encore beaucoup d'immenses fonds qui ont très très peu d'or. Très peu d'or. Et quand vous essayez d'en acheter en Europe, on vous dit mais c'est pas possible, mais vous n'avez pas le droit. Mais je dis, mais si j'ai le droit, mais non, vous ne vous rendez pas compte. Quand ce bon Jean-Jacques a voulu acheter de l'or l'année dernière, je ne sais plus quand, sa banque lui a téléphoné, refusé d'exécuter l'ordre. Il a fallu qu'un conseil d'administration se réunisse 2 fois de la banque pour dire oui, il peut en acheter, mais... c'est très spéculatif, l'or, je m'en fous d'être spéculatif. Ce qui est spéculatif, c'est les obligations françaises. Oui. Donc, on a une Europe qui était parfaitement organisée pour se prémunir contre un retour de la guerre de 14-18, quoi. Oui. Même pas 39-45, c'est déjà trop. Mais c'est-à-dire empêcher que les nations européennes se mettent sur la gueule. Mais on voit que ça recommence dans l'Est. Et puis on voit que surtout, tout notre personnel politique est complètement incompétent, quoi. Ils ont fait l'impasse extraordinaire, intellectuelle, de dire la nation, ça n'existe plus. J'ai vu un texte d'une jeune femme qui disait qu'elle avait été élève à Sciences Po il y a 10 ou 15 ans et que tous les cours à Sciences Po, c'était la nation... Comme principe d'organisation, c'est terminé, c'est fini. Donc on a fait tous nos systèmes politiques avec l'idée que la nation, ça servait plus à rien, et puis on se retrouve 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, dans une situation complètement dramatique où il faut prendre des décisions à l'échelle nationale et plus personne ne peut les prendre. Ouais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand les nations européennes se mettent à demander à leurs jeunes hommes de s'inscrire à l'armée, ils vont jamais autant parler de nation qu'à ce moment-là, parce qu'ils savent que c'est ce qui parle justement aux jeunes hommes. Quand j'entends ce grand malfaisant que notre président parlait de patriotisme, j'ai cru avoir une attaque. Hein. Ouais. Je me suis dit, mais il me prend vraiment pour une tanche, celui-là, quoi. Ouais.
Il n'a même pas la moindre idée de ce que c'est qu'une patrie, celui-là. Mais ça montre bien qu'eux-mêmes savent qu'il ne faut pas parler d'idées un peu abstraites et éthérées. La souveraineté européenne, on a vu ce que ça veut dire. Hein. Voilà, exactement. Et on ne va pas parler de l'état de droit ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Orban, qui est quand même un type très étonnant. Ouais. Il vient de dire que si une femme avait un enfant, elle payait que 30% de ce qu'elle devait payer comme impôt. S'ils avaient 2 enfants, elle ne payait plus jamais d'impôt toute sa vie. Oui. 2 enfants ou plus. Oui. Ben voilà un homme qui s'attaque à un problème qui est grave, c'est celui de la baisse de la démographie. Je ne sais pas si ça va marcher. Bien sûr. Mais au moins, il a identifié le problème et il prend des mesures à cet effet. Oui. C'est bizarre, hein. Oui, non, mais c'est sûr que la natalité, pour moi, c'est un problème, effectivement, dont on parle pas suffisamment de manière générale, mais c'est le premier facteur limitant de l'humanité, pour moi. À 20 ans, c'est très inquiétant. Ouais. Parce qu'il va y avoir que des vieux. Vous aurez tous mon âge. Enfin, que l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que dans 20 ans, je serai probablement... je serai plus là. Enfin, oui, 101, je pourrais peut-être être là, mais à mon avis, je serai pas brillant. Enfin, j'en sais rien. Donc, voilà ce qu'il faut dire aux gens, c'est leur dire, bon, l'espèce de rupture systémique dont on vous parle depuis un certain temps à l'Institut des libertés est en train de se produire. L'Asie s'est plutôt bien préparée. Les États-Unis vont dans le sens de défendre leurs intérêts à eux et pas ceux des autres, ce qui était aussi prévisible. Et l'Europe, on est dans une pétaudière absolument affreuse. Ouais. Et il y a simplement un avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens financiers qu'on peut avoir, avec Internet, machin, en tant qu'individu, on peut bénéficier de ces pays qui sont peut-être mieux gérés, qui sont peut-être des puissances du futur. Vous pouvez vivre là où vous voulez vivre, mettons en France, et avoir votre argent investi, je sais pas où, voilà, en Indonésie. Exactement. J'ai à titre personnel des actions chinoises. Enfin, voilà, on peut bénéficier de croissance extérieure. Rien ne vous oblige à avoir votre patrimoine là où vous êtes physiquement. Exactement. C'est pas parce que la France fait défaut sur sa dette ou je sais pas quoi, ou que les impôts augmentent ou machin. Bon, ça vous impacte évidemment si vous êtes résident fiscal français, mais outre mesure, vous pouvez quand même bénéficier de ces outils-là. Donc voilà, au Laker, il y a quand même des opportunités au plan personnel. Encore ce qu'il faut dire, encore une fois, c'est que ça va très bien, le monde est en train de s'organiser, les pays devenir plus coopératifs en Asie, etc. Et nous, on est parti sur une voie sans issue, mais c'est pas parce que le monde est sans issue. C'est parce que nous, on a choisi d'aller vers... Si vous avez votre âge aujourd'hui et que vous avez les hommes politiques qui vous disent de toute façon on va tous mourir de faim, de froid et on est beaucoup trop nombreux sur Terre et il faut tuer les vieux, ça vous stimule pas des masses, quoi. Il faut tuer les jeunes aussi d'ailleurs. C'est on le fait très bien, Ça s'appelle l'avortement, ça on en tue un paquet. Hein. Ça c'est, vous inquiétez pas, ça c'est pour tuer les jeunes, non, c'est pour tuer les enfants, on sait faire ça. Donc voilà, on a vécu sous une civilisation qui favorisait la mort. On est peut-être en train d'en sortir, mais ça serait une bonne nouvelle, ça. Oui, effectivement, ce serait une bonne nouvelle. On ne sait pas encore quel sera le prix pour sortir de ce paradigme-là, mais effectivement, il faut en sortir. Il y aura forcément un changement de paradigme. À chaque fois, on parle de ce genre de choses, de ce genre de basculement qui s'opère. On trouve toujours trop lentement dans la plupart des pays européens, mais il se passe parfois des trucs, même sous nos yeux. Le discours de Munich, ça a été un coup de hache, quoi. Oui, pareil, ce dont on a parlé sur la Roumanie, c'est quelque chose qui était totalement inattendu. Alors, il y a des pays comme ça, forcément, où la situation politique est plus instable qu'ailleurs, et donc les choses peuvent se passer de manière beaucoup plus rapide. Je vous donne un exemple. En Roumanie, il y a une des plus grosses bases militaires américaines. Qu'est-ce qu'elle fout là? On peut se poser la question. C'est pas difficile. C'est juste en face de la Crimée. Ouais. C'est-à-dire de Sébastopol. Donc, ils ont mis une énorme base militaire pour pouvoir contrôler la flotte russe à Sébastopol. Mais de quel droit? Je veux dire, mais pourquoi ils font chier tout le monde comme ça, quoi? J'ai dû vous le raconter, mais j'ai vu une carte de la Russie comme ça, vous savez, et on disait, il y avait le type, c'était un humoriste, il disait, regardez ces salopards de Russes. Ils ont mis leur pays juste au milieu de toutes nos bases. Parce que vous voyez toutes les bases américaines, elles étaient tout autour de la Russie comme ça. Regardez là, ils ont mis exprès au milieu de nos bases. Ouais.
Non mais il y a 1000 bases américaines dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de 1000 bases militaires américaines? Après, selon moi, c'est une question de démocratie. C'est-à-dire, si les Roumains sont très contents d'avoir une base américaine, tant mieux pour eux. Après, c'est normal qu'ils soient capables, si jamais ils le désirent, de voter contre ce genre de choses. Et là, en l'occurrence, c'est le candidat. Voilà, et en l'occurrence, c'est le candidat anti-OTAN qui a pas triomphé à cette élection, du coup, mais qui a eu un certain succès. Les Roumains savent bien qu'ils ont une frontière commune avec la Russie depuis un petit moment. Ouais, enfin, avec l'Ukraine. Et que, la Russie sera toujours là dans 1000 ans, alors que les États-Unis, peut-être pas, quoi. Donc, on retrouve le même syndrome. En tout cas, s'ils sont encore là, ils sont quand même plus loin, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, mais on arrive à un moment où les lignes de fracture apparaissent. Ouais, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est des tendances lourdes qu'on observe sur le temps, un peu trop long malheureusement, mais qu'on observe quand même. Mais remarquez qu'en suivant ce temps long de façon objective dans les portefeuilles, pour l'instant, touchons du bois, mais on a évité la plupart des gamelles. Oui. Les gens me disaient, mais c'est beaucoup trop tôt, mais il va y avoir un rebond, mais ceci, mais cela, on s'en fout. On investit sur le temps long, et finalement, on s'en sort mieux que ceux qui réagissent à tous les mouvements de marché, quoi. Oui, tout à fait. Absolument. Ça peut être un sacré cimetière. Il va y avoir beaucoup de capital détruit. Absolument. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous remercie d'être là tout le temps. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi sur l'Université de l'Épargne. Voilà, j'aime bien qu'on puisse l'évoquer. À vous abonner sur l'Institut des Libertés, parce que voilà. C'est scandaleux, vous avez arrêté de vous abonner apparemment, je sais pas pourquoi. Voilà, non, mais c'est vrai que ça se fait un petit peu moins en ce moment de s'abonner aux chaînes YouTube, mais enfin faites-le quand même. Et puis abonnez-vous aussi à l'Université de l'Épargne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup. Vous souhaitez enfin comprendre les marchés financiers et prendre en main votre patrimoine. L'Université de l'Épargne est la plateforme qui vous donne les clés pour gérer votre portefeuille, investir intelligemment et faire fructifier votre argent. Grâce à des cours clairs, accessibles et un accès à une communauté de plus de 7000 investisseurs indépendants, vous apprendrez à éviter les erreurs courantes, à bâtir un portefeuille solide et à atteindre vos objectifs financiers en toute confiance. Que vous soyez débutant ou déjà initié, notre contenu s'adapte à vos besoins avec des vidéos théoriques et des conseils pratiques. Ne laissez plus vos finances au hasard, souscrivez dès aujourd'hui à l'Université de l'Épargne et faites le premier pas vers votre liberté financière.